Alors bonjour, mon nom est Luc Poirier, je suis le coprésident du groupe de recommandation du programme éducatif canadien sur l'hypertension artérielle et l'objectif de la présentation va être de vous présenter les nouvelles recommandations 2015 du PECH. Alors ce qu'on va voir dans les prochaines diapositives, en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau et on va faire un préambule en fait en regardant qu'est-ce qui demeure vraiment important, qu'est-ce qui demeure important de se souvenir là, dans le traitement de l'hypertension artérielle. Alors, vous savez que le PECH, en fait, c'est un organisme d'Hypertension Canada dont la mission est de promouvoir la santé par la prévention et le contrôle de l'hypertension artérielle et de ses complications. Et aussi, la vision, en fait, qu'Hypertension Canada a dans les prochaines années, c'est que les Canadiens aient la meilleure pression artérielle au monde. Alors, c'est une vision qui est partagée avec de nombreux partenaires dans le domaine de la santé. Les recommandations annuelles du PECH, en fait, elles sont fondées sur des données probantes. Le PECH est actuellement reconnu comme la source la plus fiable de recommandations sur la prise en charge des maladies chroniques, fondées sur des données probantes qui sont mises à jour annuellement avec un processus validé de revision puis doté de techniques efficaces de diffusion partout au Canada. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines diapositives. En fait, vous savez que c'est au Canada actuellement que sont enregistrés les taux nationaux de normalisation de la pression artérielle les plus élevés au monde. Sur cette diapositive, en fait, ce que vous voyez, c'est le groupe de gens qui se réunissent annuellement, environ au mois d'octobre de chaque année, pour discuter, en fait, et formuler des recommandations qui vont devoir être votées, en fait, par au moins 70% des membres du PECH pour être ratifiées. Et le fonctionnement, en fait, de ce groupe des recommandations-là, en fait, c'est au départ par sous-groupe thématique. Donc, le groupe thématique de monitoring ambulatoire de la pression artérielle, de pression artérielle à domicile, ainsi de suite. Et ces sous-groupes-là formulent, en fait, des recommandations qu'ils soumettent à un comité central de revision. Et ce comité central de revision, en fait, revise ces données-là sur la base des données probantes et les amène au niveau de la conférence de consensus pour qu'elles soient discutées envers les membres. En fait, par la suite, il y a un processus, en fait, après qu'on a formulé des recommandations, il y a un processus qui doit s'implanter, qui tient compte à gauche, en fait, de cette diapositive, le comité de formation professionnelle, donc adapter notamment les outils aux membres des équipes d'interprofessionnels, adapter les connaissances aussi au contexte local et régional, donc le transfert de connaissances. Et il y a aussi sur le panneau de droite, en fait, le comité de recherche sur les résultats qui, lui, va s'assurer de valider, en fait, si les recommandations donnent quelque chose en termes de morbidité-mortalité, d'essayer de cerner les lacunes en matière de connaissances, les buts des pratiques exemplaires, etc. Alors, si on entre dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? En fait, ce qu'il y a de nouveau, on va revoir ça au fil des différentes diapositives, mais juste pour vous les présenter rapidement, l'évaluation de la pression artérielle en clinique, il y a un certain nombre d'acronymes que je vais devoir vous définir là, au fil du temps, devrait se faire au moyen de tensiomètres électroniques, et des tensiomètres électroniques qui fonctionnent de manière oscillométrique. On va y revenir. Le diagnostic d'hypertension artérielle devrait reposer sur des mesures réalisées en ambulatoire. Je pense que c'est excessivement important. On tend à se dissocier maintenant des mesures qui sont prises en clinique et à mieux les valider dans un contexte ambulatoire. La prise en charge de l'hypertension consiste en la prise en charge du risque global de maladies cardiovasculaires et en la protection vasculaire. Et maintenant, ce qu'on intègre, en fait, c'est des recommandations sur la prestation de conseils sur la cessation tabagique et le traitement du tabagisme. Finalement, on va y aller plus dans un contexte plus médical, dans un contexte plus de traitement médical. Ce qu'on sait actuellement, c'est que le traitement de l'hypertension secondaire à la sténose athérosclérotique des artères rénales est avant tout d'ordre médical. Il y a des nouvelles données qui nous disent que le fait de la pose d'endoprothèse n'apporte rien en termes de morbidité, mortalité chez le patient. Alors, si on commence par qu'est-ce qui demeure important, en fait, on sait qu'il faut connaître les seuils de pression artérielle et traiter l'hypertension jusqu'à l'atteinte des valeurs cibles. On va y revenir, on va les reviser ensemble. On va regarder aussi les habitudes de vie parce qu'on sait que l'adoption de saines habitudes de vie fait partie intégrante de la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et finalement, l'étape la plus importante de la prescription du traitement antihypertenseur, c'est l'obtention de l'assentiment du patient, ce que les Anglais appellent un peu le buy-in, dans le fond, s'assurer que le patient est consent à son traitement.
Si on regarde les seuils d'instauration d'un traitement pharmacologique de l'hypertension artérielle sur cette diapositive, comme vous voyez qu'on a un certain nombre de seuils de pression artérielle en fonction du risque que les patients présentent. Alors, chez les diabétiques, le seuil est 130/80. Donc, dès que la pression artérielle dépasse 130/80 ou est supérieure ou égale à 130/80, on devrait instaurer un traitement pharmacologique. Chez les patients qui sont plus à risque élevé, donc qui ont une lésion d'organes cibles ou qui ont des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire, le seuil qui est fixé pour l'instauration d'un traitement, c'est 140/90. Par contre, chez les patients qui sont plus à risque faible, qui n'ont pas d'atteinte d'organes cibles, qui n'ont pas de facteur de risque de maladie cardiovasculaire, on recommande d'instaurer un traitement pharmacologique dès que la pression artérielle dépasse 160/100, étant donné qu'on doit mettre de l'avant des mesures de modification des habitudes de vie en place a priori. Finalement, pour les personnes très âgées, donc les gens qui ont plus de 80 ans, de 80 ans et plus, le seuil d'instauration d'un traitement est à 160 mm de mercure. Donc, ça, c'est les seuils. Quelles sont les cibles qu'on devrait viser chez nos patients? Bien, il faut toujours avoir à l'esprit que le traitement, ça inclut non seulement le traitement pharmacologique, mais ça inclut aussi les saines habitudes de vie. Donc, chez les diabétiques, bien, en fait, le corollaire on traite au-dessus de 130/80, mais la cible, c'est en bas de 130/80. Chez tous les autres patients qui ont moins de 80 ans, c'est 140/90, même chez les patients qui sont atteints d'une néphropathie chronique. Alors que chez les patients qu'on qualifie de très âgés, donc les patients qui ont 80 ans et plus, ce qu'on recommande actuellement, c'est de traiter la pression artérielle jusqu'à une cible de 150 mm de mercure. Une tension artérielle systolique. Ce qu'on sait, c'est que la pression artérielle diastolique, actuellement, il n'y a pas de cible chez les gens très âgés, premièrement parce qu'on n'a pas de données. Et de plus, la grande majorité des patients de plus de 80 ans, c'est des gens qui ont une hypertension systolique isolée. Un point important à mentionner dans le bas de la diapositive, chez les patients atteints d'une maladie coronarienne, la prudence est recommandée si les valeurs tensionnelles diastoliques sont inférieures à 60 mm de mercure pour, s'assurer d'une bonne perfusion coronarienne. Qu'est-ce qui demeure aussi important? Bien, c'est les saines habitudes de vie qui font partie intégrante de la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et sur cette diapositive-ci, en fait, vous les voyez, elles n'ont pas changé. L'alimentation et le maintien du poids, la diminution de l'apport en sel ou en sodium, on va y revenir tantôt, la diminution de la consommation d'alcool, l'adoption d'un régime de type DASH ou d'un régime, en fait, qui colle au guide alimentaire canadien et la pratique d'activité physique ainsi que les techniques de relaxation sont des moyens, en fait, qui ont permis d'obtenir des baisses de pression artérielle systolique et diastolique qui sont cliniquement significatives. Donc, je pense que dès le départ, dans le fond, il faut penser à instaurer de saines habitudes de vie chez nos patients avant d'instaurer un traitement pharmacologique. Quelles sont les cibles qu'on devrait viser, en fait, pour l'alimentation? Pour l'alimentation, en fait, en fonction du sodium, on devrait tendre vers une consommation de sodium à moins de 2000 mg de sodium par jour. Pour ce qui est de la perte de poids, on devrait viser un indice de masse corporelle inférieur à 25 kg par mètre carré. La restriction en consommation d'alcool, bien, moins ou égal à 2 consommations par jour. On se rappelle de 14 consommations par semaine pour les hommes et 9 pour les femmes. La pratique d'activité physique régulière, 30 à 60 minutes, 4 à 7 jours par semaine. Le régime alimentaire DASH, comme on a parlé tantôt. On va revenir beaucoup sur le tabagisme parce qu'il y a des nouvelles données cette année qui devraient nous convaincre ou qui devraient nous amener, en fait, à convaincre nos patients d'arrêter de fumer. Et finalement, bien, un tour de taille inférieur à 102 chez les hommes et à 88 chez les femmes. Qu'est-ce qui demeure aussi important? Bien, c'est la prescription la prescription du traitement antihypertenseur, bien, c'est l'obtention de l'assentiment du patient. Alors, la prochaine diapositive, en fait, ce qu'elle vous enseigne, en fait, c'est différents moyens pour nous assurer que nos patients vont respecter, vont être adhérents à leur traitement antihypertenseur. Et ça nécessite une approche à multiples facettes. Donc, d'une part, on peut s'assurer de responsabiliser le patient puis l'autonomie des patients en leur enseignant à surveiller de façon régulière leur pression artérielle. On peut les informer verbalement aussi et par écrit, tant eux que leur famille, sur la maladie,
maladie, sur les traitements de cette maladie. On peut aussi adopter une approche thérapeutique interdisciplinaire en coordonnant les interventions des professionnels de la santé qui sont sur les lieux des travail, dans les cliniques, avec les pharmaciens qui sont souvent à l'extérieur des cliniques. Favoriser aussi le respect du traitement par des communications téléphoniques effectuées par des professionnels de la santé, surtout dans les 3 premiers mois de traitement. Il y a certaines études qui ont démontré ça clairement. L'autre façon de faire, c'est d'évaluer le respect du traitement pharmacologique et le maintien de saines habitudes de vie à chaque fois qu'on rencontre le patient. Enseigner aux patients à prendre régulièrement leurs médicaments en les associant à différentes activités de la vie quotidienne. Simplifier les schémas posologiques par la prescription de médicaments à prise uniquotidienne ou à action prolongée, mais aussi restreindre le nombre de médicaments que les patients vont devoir prendre en prescrivant des associations médicamenteuses sous forme de monocomprimés. Puis finalement, utiliser des emballages à prise unitaire comme les paquettes alvéolaires quand ça s'applique chez certains patients. C'était en fait qu'est-ce qui est encore important. Ce qu'on va faire dans les prochaines diapositives, en fait, c'est regarder beaucoup plus qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait dans les recommandations 2015. Donc, si on y revient, l'évaluation de la pression artérielle en clinique devrait se faire au moyen de tensiomètres électroniques qui mesurent de façon oscillométrique. Le diagnostic d'hypertension artérielle devrait reposer sur des mesures réalisées en ambulatoire et on va beaucoup insister là-dessus. La prise en charge de l'hypertension consiste en la prise en charge du risque global de maladies cardiovasculaires et en la protection vasculaire. Donc, on va regarder différentes méthodes de réduire le risque vasculaire, mais aussi la prestation de conseils sur la cessation tabagique et le traitement du tabagisme qui vont devenir excessivement importants sur la base de nouvelles données qui viennent d'être publiées. Puis finalement, le traitement de l'hypertension secondaire à la sténose des artères rénales est avant tout d'ordre médical. Si on regarde principalement la mesure de la pression artérielle, donc l'évaluation de la pression artérielle en clinique devrait se faire au moyen de tensiomètres électroniques, comme on l'a dit, et le diagnostic devrait reposer sur des mesures réalisées en ambulatoire. Ce que vous voyez, en fait, dans cette diapositive, c'est le diagnostic, le nouveau schéma de diagnostic d'hypertension artérielle. C'est un schéma qui est très imposant, mais qui, en fait, insiste beaucoup sur la place des mesures en ambulatoire pour le diagnostic de l'hypertension artérielle. Donc, je vous le montre globalement. On va y revenir en pièces détachées pour voir où s'insèrent, en fait, nos mesures ambulatoires pour accélérer d'une certaine façon et favoriser un diagnostic adéquat d'hypertension artérielle. Simplement pour définir, en fait, les différents acronymes qui vont être utilisés dans les prochaines diapositives. Cette diapositive-là vous les démontre. Donc, MPAC, MPAC, la mesure de la pression artérielle en clinique, elle peut être de 2 ordres. Elle peut être faite de façon oscillométrique, donc au moyen d'un appareil électronique, digital, et c'est la mesure qui est préférable. Ou elle peut être faite aussi en auscultatoire, au moyen d'un appareil au mercure ou un appareil anéroïde. C'est la mesure qu'on dit de rechange parce que c'est une mesure qui est influencée par un paquet de facteurs. On va y revenir. La mesure de la pression artérielle en clinique, oscillométrique en série, donc la mesure qui utilise des appareils de type BP-True, exemple. Finalement, le MAPA, la monitoring ambulatoire de la pression artérielle, et le MPAD, ou la mesure de la pression artérielle à domicile. Alors, pour obtenir différents renseignements sur les tensiomètres, vous pouvez consulter les sites qui vous sont mentionnés dans cette diapositive-là. Si on regarde plus la mesure de la pression artérielle en clinique, donc la MPAC, qui est prise par un professionnel de la santé, elle peut être faite de 2 façons. Elle peut être faite, comme on le disait tantôt, en auscultatoire, ou elle peut être faite aussi par un appareil oscillométrique, donc un appareil électronique. On se rappelle que l'on favorise l'utilisation d'un appareil oscillométrique. Pourquoi on favorise un appareil oscillométrique? En fait, parce que l'appareil auscultatoire est influencé par différentes méthodes. Donc, différentes mesures de la pression artérielle. La mesure de la pression artérielle en clinique peut être faite de façon oscillométrique aussi, en série. Donc, MAPAC OS, patient laissé seul dans la pièce. Et l'appareil oscillométrique peut être pris il y a 3 appareils qui sont disponibles sur le marché qui nous permettent de faire des mesures en série de façon automatisée et qui prennent entre 3 et 6 lectures et qui font une moyenne de ces lectures-là. Et ils nous donnent une lecture et nous permettent en fait de ne pas être présents sur place lorsque la pression artérielle du patient se prend.
Quelle est la nouvelle recommandation 2015 par rapport à la mesure de la pression artérielle? Bien, la mesure de la pression artérielle en clinique, il est préférable d'utiliser à ce moment-là des tensiomètres électroniques qui mesurent de façon oscillométrique au bras plutôt que des appareils auscultatoires. Et c'est une cote C. Pourquoi pas la mesure auscultatoire? Bien, parce que la mesure auscultatoire, elle est influencée par des facteurs tels que le professionnel de la santé qui mesure la pression artérielle, par le patient, mais aussi par l'appareil. Si on dégonfle trop rapidement le brassard, si on arrondit les valeurs à une valeur de 0 ou de 5, bien à ce moment-là, on vient fausser la mesure de pression artérielle de nos patients. De plus, les sphygmomanomètres au mercure sont retirés progressivement du marché en raison de l'aspect non écologique du risque de répandre le mercure. Finalement, ce qu'on sait, c'est que les valeurs de pression artérielle auscultatoire qui sont prises habituellement en cabinet sont toujours de 9 mm de mercure systolique, 6 mm de mercure diastolique, supérieures aux valeurs normalisées qui sont obtenues en recherche au moyen d'appareils oscillométriques. Donc, on s'aperçoit qu'on surévalue la pression artérielle de nos patients lorsqu'on utilise la mesure auscultatoire et c'est pour ça qu'on favorise la mesure en oscillométrique. Quels sont les conseils, en fait, pour la mesure en clinique? Bien, il faut utiliser du matériel homologué, appliquer les techniques de mesure normalisée de la pression artérielle. On l'a dit tantôt, préférable d'utiliser des tensiomètres électroniques qui mesurent de façon oscillométrique au bras plutôt que des appareils auscultatoires. Puis finalement, ce qu'on recommande, c'est qu'on devrait écarter la première mesure et faire la moyenne des deux autres pour s'assurer, dans le fond, d'enlever la première mesure de pression artérielle qui souvent correspond à un phénomène d'alerte et est faussement élevé chez beaucoup de patients. Donc, on se retrouve avec un algorithme qui est un peu plus épuré. On a pris la première partie où on vous démontre que chez les patients, lorsqu'on mesure une pression artérielle lors de la première visite qui est élevée, soit au moyen d'un appareil automatisé de pression artérielle, donc MPAC-OS, ou soit au moyen d'un appareil qu'on mesure de façon oscillométrique. Donc là, que la pression artérielle dépasse 135/85 avec notre appareil automatisé, ou dépasse 140/90 avec notre appareil de clinique, bien à ce moment-là, on peut soumettre notre patient à une mesure de pression artérielle ambulatoire pour accélérer le diagnostic d'hypertension artérielle. Donc, la mesure ambulatoire peut être le MAPA, qui devrait être utilisé de façon préférentielle si elle est disponible, ou la mesure de pression artérielle à domicile en faisant une série diagnostique. Donc, le patient a une certaine façon de mesurer sa pression artérielle sur une semaine. Et à ce moment-là, on pourra accélérer le diagnostic d'hypertension. Si toutefois le MAPA ou la mesure à domicile n'est pas disponible, à ce moment-là, on peut quand même continuer à tenter de mieux définir la pression artérielle au moyen de multiples visites qui vont être faites en clinique. Donc, ce que vous voyez, en fait, vous verrez dans les prochaines diapositives, c'est les différentes méthodes de mesure ambulatoire de la pression artérielle. Cette diapositive vous montre très bien, en fait, le monitoring ambulatoire de la pression artérielle que vous connaissez tous. C'est, en fait, un appareil que l'on porte à la ceinture qui enregistre des données de pression artérielle pendant toute la période de 24 heures à des intervalles prédéfinis et qui nous permet d'avoir un profil de pression artérielle pendant toute la période de 24 heures. Une autre façon aussi d'obtenir des mesures ambulatoires, c'est la mesure de la pression artérielle à domicile, qui utilise en fait des appareils automatiques qui se vendent dans différentes pharmacies notamment, et qui nous permettent d'obtenir en fait des mesures ambulatoires dans les milieux naturels du patient, en mesurant la pression artérielle à différents moments de la journée et pendant une semaine consécutive. Ce qu'on sait actuellement, c'est que pourquoi on recommande en fait les mesures ambulatoires de pression artérielle, c'est que le MAPA a une meilleure valeur prédictive que la mesure en clinique et c'est la méthode recommandée pour les mesures ambulatoires de la pression artérielle. La mesure de la pression artérielle à domicile a une meilleure valeur prédictive que la mesure en clinique et c'est la méthode recommandée si le MAPA n'est pas toléré ou n'est pas facilement utilisable ou encore si le patient préfère cette technique. Finalement, les mesures ambulatoires nous permettent de détecter l'hypertension réactionnelle, communément appelée syndrome du sarrau blanc, et de diagnostiquer l'hypertension masquée.
En fait, ce que vous voyez dans cette diapositive, c'est la corrélation entre le type de mesure de pression artérielle qu'on va obtenir et différents issus, notamment l'hypertrophie du ventricule gauche et le taux d'excrétion d'albumine, donc l'albuminurie chez les patients. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que lorsqu'on regarde la mesure de la pression artérielle en cabinet, qu'on devrait appeler mesure en clinique, et qu'on la compare avec le domicile ou en ambulatoire, on s'aperçoit que chez la grande majorité dans la grande majorité des cas, la corrélation est beaucoup meilleure avec les pressions artérielles qui sont mesurées en ambulatoire qu'avec les pressions artérielles qui sont mesurées en clinique, et ce, tant pour l'hypertrophie ventriculaire gauche que l'albuminurie, qui sont des prédicteurs, en fait, de morbidité et mortalité chez le patient hypertendu. Ce que nos mesures ambulatoires vont nous permettre de faire aussi, c'est de mieux identifier deux phénomènes qui sont l'hypertension masquée et l'hypertension de sarreau blanc. Donc, l'hypertension de sarreau blanc, que vous voyez au coin inférieur droit, c'est chez des patients, dans le fond, qui ont une pression artérielle élevée en clinique, mais normale en ambulatoire, alors que chez les gens qui ont une hypertension masquée, dans le coin supérieur gauche, c'est des gens qui ont une pression normale à la clinique, mais élevée en ambulatoire. Et ça, si vous mesurez la pression artérielle seulement qu'en clinique, vous ne pourrez pas identifier ces deux phénomènes-là. En fait, ce que vous voyez dans cette prochaine diapositive, c'est en fait le risque cardiovasculaire ou les événements cardiovasculaires dans ce graphique par 1000 patients année en lien avec l'hypertension du sarreau blanc et l'hypertension masquée. Et en fait, quand on compare l'hypertension de sarreau blanc avec une pression artérielle normale, on s'aperçoit que le risque est à peu près similaire, alors qu'avec l'hypertension masquée, le risque est même supérieur que chez les patients qui ont une pression artérielle qui est non stabilisée. Donc, c'est assez important de bien caractériser l'hypertension artérielle chez nos patients pour, d'une part, avec le sarreau blanc, ne pas surtraiter nos patients et avec l'hypertension masquée, ne pas sous-traiter les patients. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque, en fait, qu'on peut identifier avec l'hypertension de sarreau blanc? Bien, certaines publications, en fait, ont démontré que le fait d'être de sexe féminin, d'être d'âge mûr ou d'âge avancé, de ne pas fumer, d'avoir un diagnostic récent d'hypertension artérielle et aussi d'avoir de disponible un petit nombre, en fait, de mesures courantes de pression artérielle en clinique, d'avoir une hypertension dite légère ou de stade 1, d'être enceinte et finalement d'avoir une absence de signes et de symptômes de lésions d'organes cibles, ça signe souvent une hypertension de sarreau blanc. Pour ce qui est des patients avec une hypertension masquée, ben c'est un peu l'inverse. C'est des patients qui ont toujours des valeurs de pression artérielle en clinique qui sont normales, mais qui sont normales élevées. Des gens qui sont d'âge mûr ou d'âge avancé, qui sont plutôt de sexe masculin, qui ont un IMC élevé, qui fument, qui prennent souvent plus d'alcool, qui sont diabétiques, qui ont une maladie artérielle oblitérante, périphérique, qui ont une hypotension orthostatique ou qui ont une hypertrophie ventriculaire gauche, donc qui ont une atteinte d'organes cibles. Donc, différentes caractéristiques pour les patients qui ont une hypertension masquée de ceux qui ont une hypertension de sarreau blanc. Donc, si on résume par cette diapositive, en fait, les données qu'on a vues précédemment, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il est nécessaire d'effectuer des mesures ambulatoires de pression artérielle afin de détecter l'hypertension de sarreau blanc et, en parallèle, d'écarter l'hypertension masquée. On sait aussi que la mesure de pression artérielle ambulatoire, le MAPA, a une meilleure valeur prédictive que la mesure en clinique. Et la mesure de pression artérielle à domicile a une meilleure valeur prédictive aussi que la mesure de pression artérielle en clinique. Alors, ce qu'on voit maintenant, en fait, c'est notre graphique, en fait, notre diagramme qu'on avait vu au tout début, qui nous montre que lorsque on mesure la pression artérielle à domicile, en fait, on est capable de mieux, en ambulatoire, on est capable de mieux définir le diagnostic d'hypertension artérielle et d'accélérer, en fait, le diagnostic d'hypertension artérielle chez nos patients. Ce qui ne veut pas dire que lorsqu'on n'a pas accès au MAPA ou à la mesure de pression artérielle à domicile, on ne peut pas diagnostiquer l'hypertension. On devra à ce moment-là recourir à 4-5 visites pour diagnostiquer l'hypertension. Alors, si on continue, en fait, dans qu'est-ce qu'il y a de nouveau, on sait maintenant que la prise en charge de l'hypertension artérielle inclut la prestation de conseils sur la cessation tabagique et le traitement du tabagisme. En fait, si vous voyez cette diapositive, ce que vous voyez, c'est qu'il y a 8 patients hypertendus actuellement sur 10 qui présentent au moins un autre facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Donc, on sait que plus on augmente notre nombre de facteurs de risque, plus on augmente notre risque global de maladie cardiovasculaire.
On sait aussi que ce qu'il faut, c'est informer nos patients sur leur risque global le risque global de maladie cardiovasculaire. Ça nous permet, en fait, d'avoir un meilleur impact, en fait, sur le contrôle de ces facteurs de risque-là. Et cette étude, en fait, l'étude de Stephen Grover, qui a été faite il y a quelques années, qui s'appelle l'étude Check-up, nous démontre, dans la prochaine diapositive, que lorsqu'on informe les patients sur leur risque de maladie coronarienne, en fait, on a une meilleure baisse de pression artérielle chez les patients et on a aussi un traitement plus intensif, en fait, de leur pression artérielle, démontrant que lorsqu'on informe les patients sur leur risque de maladie cardiovasculaire, on atteint plus facilement nos cibles et c'est quelque chose qui devrait être incontournable. Alors, cette diapositive, elle vous démontre en fait que le traitement de l'hypertension consiste en la protection vasculaire et particulièrement l'administration de statines chez certains groupes de patients. En fait, ce sont les résultats de l'étude ASCOT publiée il y a quelques années et qui nous démontrent que chez le patient qui a au moins 3 des facteurs de risque suivants et qui est hypertendu, on devrait administrer des statines. Exemple, un patient de sexe masculin qui a plus de 55 ans et qui fume devrait recevoir une statine sans égard à son profil lipidique. Une autre chose qui est importante aussi dans la protection vasculaire, c'est l'administration d'aspirine. Alors, on sait que l'aspirine à faible dose chez les patients hypertendus qui ont 50 ans ou plus devrait être administrée ou devrait être utilisée aussi avec prudence si la pression artérielle est non stabilisée, mais on recommande notamment leur administration chez tous les patients hypertendus qui se retrouvent dans cette tranche d'âge. La nouvelle recommandation de 2015 au sujet du tabac, il faudrait vérifier régulièrement chez tous les patients s'ils font usage de tabac et les professionnels de la santé devraient fortement conseiller aux patients concernés de cesser de fumer. Cette diapositive, en fait, ce qu'elle vous démontre, elle est issue d'une revue Cochrane, et ce qu'elle démontre clairement, c'est les effets des conseils sur les taux de cessation tabagique, nous démontrant qu'il y a un avantage clair sur le risque de succès, sur le succès, en fait, à cesser de fumer lorsqu'on conseille de façon adéquate nos patients sur la cessation tabagique. Donc, il faudrait donner des conseils à tous les fumeurs, en plus de leur offrir un traitement médicamenteux, que ce soit l'utilisation de varénicline, de bupropion, de thérapie de remplacement de la nicotine, dans le but de cesser de fumer. Cette diapositive, en fait, ce qu'elle vous démontre, en fait, c'est les résultats d'une méta-analyse, toujours du réseau Cochrane, qui a été publiée en 2014, qui a été fait sur 267 études, plus de 10 000 participants, où on a mesuré, en fait, l'effet des différentes thérapies pour la cessation tabagique dans un contexte à long terme, donc 6 mois ou plus. En fait, ce que vous voyez, en fait, dans cette diapositive, c'est les résultats de la méta-analyse dont on a parlé précédemment, où on démontre clairement dans les 3 premières lignes que les thérapies de remplacement à la nicotine, le bupropion et la varénicline sont clairement plus efficaces que le placebo pour permettre une cessation tabagique. Quand on regarde, en fait, les traitements et qu'on la compare entre eux, il y a une certaine différence, mais rappelons-nous, en fait, que ces 3 traitements-là sont efficaces pour diminuer, pour augmenter, en fait, nos chances de cesser l'administration de tabac. Qu'est-ce qui est nouveau? Dernier élément, c'est le traitement d'hypertension secondaire à la sténose athérosclérotique des artères rénales est avant tout d'ordre médical. Alors, le traitement d'hypertension attribuable à une sténose d'artère rénale devrait être d'avant tout d'ordre médical, puisque l'angioplastie rénale et la pose d'endoprothèse ne procurent pas plus d'avantages que le seul traitement médicamenteux optimal. Et ça, c'est basé en fait sur une étude qui a été publiée dans la dernière année, qui s'appelle l'étude CORAL, où ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris près de 950 patients hypertendus qui avaient une sténose des artères rénales ou qui avaient une certaine forme d'insuffisance rénale chronique, donc avec un DFG qui était inférieur à 60 ml minutes. Et on a traité de façon médicale, en fait, de façon pharmacologique, ces patients-là, de façon optimale. Et chez la moitié des patients, on les a soumis, en fait, on leur a installé une endoprothèse pour vérifier, en fait, le critère d'évaluation principal qui était la mortalité cardiovasculaire ou rénale, l'AVC, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale et les thérapies de supplémentation rénale. Et ce que vous voyez, en fait, dans le petit graphique qui est à votre droite, c'est que lorsqu'on regarde, en fait, la survie sans événement chez les patients, on s'aperçoit au fil des années qu'il n'y a aucune différence significative entre les patients qui ont été traités avec le traitement médical seul versus les patients pour lesquels on a traité au niveau médical et on a ajouté en plus la pose d'une endoprothèse.
Donc, la conclusion de l'étude, c'est que la pose d'endoprothèse rénale ne s'est pas révélée particulièrement avantageuse en ce qui concerne la prévention d'événements cliniques lorsqu'elle était associée au traitement médical plurifactoriel général chez les patients atteints d'une sténose athérosclérotique et d'hypertension ou d'une néphropathie chronique. Et quand vous regardez, en fait, dans cette diapositive, vous voyez les résultats selon les événements. Donc, pas de différence significative sur la mortalité, pas de différence significative sur l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, sur l'AVC et sur la détérioration du fonctionnement rénal. Donc, pour toutes ces raisons, l'angiopathie des artères rénales et la pose d'endoprothèse rénale dans le traitement de l'hypertension secondaire à une sténose, importante du point de vue hémodynamique, pourrait être envisagé dans les cas d'hypertension non maîtrisée, résistante au traitement médicamenteux le mieux toléré, de perte progressive du fonctionnement rénal ou d'édème aigu du poumon. Mais dans toutes les autres situations, on ne recommande pas, en fait, l'utilisation de tuteurs d'endoprothèse pour améliorer les issues chez ce type de patient. Alors, en résumé, en fait, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le traitement de l'hypertension artérielle? On a démontré, en fait, que actuellement, ce qu'il faut, c'est que lorsqu'on évalue la pression artérielle en cabinet, on devrait le faire au moyen de tensiomètre électronique qui mesure la pression artérielle sous un mode oscillométrique. On devrait aussi faire reposer le diagnostic d'hypertension artérielle sur la base de mesures réalisées en ambulatoire, soit en utilisant le MAPA, soit en utilisant la mesure à domicile. Le risque de prise en charge de l'hypertension artérielle consiste en la prise en charge du risque global de maladie cardiovasculaire et aussi en la prestation de conseils sur la cessation tabagique puis le traitement du tabagisme, qui est un facteur de risque excessivement important. Et finalement, le traitement de l'hypertension artérielle secondaire à une sténose athérosclérotique des artères rénales est avant tout d'ordre médical. Qu'est-ce qui demeure encore important? Il faut connaître les seuils de pression artérielle et traiter l'hypertension jusqu'à l'atteinte des valeurs cibles, on l'a bien démontré. Il faut adopter de saines habitudes de vie qui font partie intégrante, en fait, de la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et l'étape la plus importante de la prescription du traitement antihypertenseur, c'est l'obtention de l'assentiment du patient, qui est excessivement important. Alors, ce que vous voyez, en fait, dans cette dernière diapositive pour conclure, en fait, c'est pour vous inviter à visiter le site hypertension.ca. D'une part, pour les patients, parce qu'ils ont un accès gratuit à de l'information, à des ressources dans le domaine de l'hypertension artérielle, mais aussi pour les professionnels. Vous savez que pour les professionnels de la santé, vous avez accès à un programme de formation interdisciplinaire qui est reconnu de 15 heures et demie, en fait, qui a été fait en partenariat avec la Société québécoise d'hypertension artérielle. Vous pouvez aussi vous inscrire au bulletin électronique e-info pour recevoir gratuitement tous les mois des nouvelles sur les dernières activités et celles à venir, sur la recherche du mois et sur les ressources didactiques. Alors, j'espère que cette session vous a été profitable et je vous remercie de m'avoir écouté. Au plaisir.